Ben, bonjour à tous celles et ceux que je ne vois pas, mais je remercie le professeur Hervé de m'avoir invité aussi à vous présenter euh, une petite présentation sur la différence des cultures et l'accès aux droits humains, mais je l'aborde à partir de l'éthique ethnomédicale, qui est un concept que je développe, et le droit à la protection de la santé. Parce que le droit de la protection à la santé est l'assise à partir de laquelle un individu peut bénéficier des autres droits humains fondamentaux. Parce que sans la santé, on est dans des situations plus vulnérables. Donc, comme anthropologue médicale, bien, c'est un angle qui m'intéresse beaucoup. Puis, le droit à la protection, de protection de la santé revêt encore plus d'importance à une époque où plusieurs événements environnementaux, géopolitiques, sociaux menacent de fragiliser les conditions de vie et de santé humaine partout sur la planète. Donc, on n'a pas le choix de regarder la diversité culturelle comme quelque chose qu'il va falloir comprendre et apprivoiser. Parce qu'un des grands défis que l'humanité devra relever sera de trouver les moyens de soigner des personnes et des populations qui sont issues de cultures différentes et de les maintenir en santé dans des environnements économiques, climatiques et géopolitiques instables. C'est ce qui se prépare pour les années à venir. Sur le plan global, bien, c'est certain que les conflits armés, les catastrophes climatiques, la répression et l'extrême pauvreté provoquent et vont provoquer des mouvements migratoires importants, pour les plus importants de l'histoire connue de l'humanité. Donc, puis ces déplacements-là vont compromettre la santé et la survie de ces personnes-là parce qu'ils vont être aliénés de leurs biens et de leurs ressources. Ils vont aussi faire face à l'incapacité ou parfois le manque de volonté des nations à leur fournir des conditions sanitaires minimales. Et puis aussi au non-respect des droits humains qui est de plus en plus, même dans les sociétés occidentales, qui est de moins en moins respecté. On a juste à penser aux enfants que Trump a séparés de leurs parents, puis qui sont là depuis quelques années, enfermés en prison. Puis les sociétés occidentales tolèrent ça. On n'a pas trouvé le moyen d'appliquer ces droits-là pour libérer ces enfants-là. Au niveau local, donc, les populations qui vont recevoir les vagues de migrants sont déjà en difficulté au niveau de leur système de santé. On a d'autres choses aussi, mais au niveau de leur système de santé. Déjà qu'on a de la difficulté à gérer la diversité culturelle dans nos systèmes, dans nos institutions médicales. Dernièrement, nous, on a eu Joyce Achequan, une Amérindienne qui est morte à l'hôpital. Elle avait beau dire à l'infirmière qu'elle étouffait, qu'elle n'était pas bien. L'infirmière et une préposée aux bénéficiaires l'insultaient, la traitaient de choses que je n'oserais dire ici. Et puis, elle s'est filmée. Elle s'est filmée pendant qu'elle mourait et que l'infirmière et la préposée aux bénéficiaires l'insultaient. Les Amérindiennes ont beaucoup d'enfants parce que c'est important pour eux, les enfants, c'est la continuation de leur ethnie. Et puis, c'est un fil, c'est un fil qui se continue sur des générations. Donc, entre autres, on la réprimandait beaucoup, on l'insultait, on la traitait de chienne et c'était épouvantable. Donc, même dans une société québécoise qui s'imagine non raciste, on voit très bien qu'on a aussi des difficultés à gérer. Certaines personnes ont des difficultés à gérer avec la diversité culturelle, même avec les Amérindiens qui sont là depuis même avant qu'on arrive. Aussi, la réduction, le coût aussi dans les situations de crise économique, le coût la hausse des services de santé, des thérapies, des biotechnologies, font en sorte qu'on a moins les moyens de s'offrir toute la gamme de services de santé qu'on voudrait offrir. Donc, il y a une réduction dans nos sociétés de ça. Et puis, la diminution de l'accès aussi aux services
à cause de la différence de plus en plus grande entre les pauvres et les riches. Et souvent, dans les pauvres, bien, on retrouve les migrants ou les personnes, mais ça peut être des migrants économiques surtout. Pour les sociétés, c'est encore surtout des migrants économiques. Et puis, le rejet de la biomédecine, parce que même les gens qui font partie de la société d'accueil, si on peut appeler ça comme ça, même ces gens-là, parmi les citoyens, il y a des gens qui sont de moins en moins d'accord avec la biomédecine, donc ils rejettent et ils vont s'en aller vers des médecines alternatives. Donc, on a quand même un milieu qui est quand même pluriculturel avant même que les vagues de migrants arrivent, où on utilise de plus en plus des systèmes de médecine qui vont appartenir à d'autres cultures. Donc, quand les migrants sont là, bien, de plus en plus de personnes d'origine ethnique différente vont être concentrées dans des espaces communs, que ce soit qui vont aller des camps de réfugiés au milieu, à nos hôpitaux ou les villes. Les soignants vont être appelés à prodiguer des soins à des compatriotes et à des migrants dans des espaces thérapeutiques caractérisés par des modèles explicatifs de la maladie différents, des représentations de la santé aussi, des approches thérapeutiques et des systèmes de médecine et de soins. Donc, là, on ne parle plus seulement de diversité culturelle, mais on parle aussi de diversité culturelle à travers les soins ou les systèmes de représentation de la maladie. Parce que je reviendrai avec des exemples tout à l'heure. Donc, tous ces problèmes de délocalisation des populations entières, l'accueil des vagues de réfugiés, la détérioration des conditions économiques, puis le rejet de la biomédecine par une partie de la population locale et immigrante, vont nous inciter à utiliser toutes les ressources médicales et thérapeutiques sur place. Quand on était en période d'abondance, on ne jurait que par la biomédecine, mais là, de plus en plus, de moins en moins qu'on a les moyens, de plus en plus qu'on veut annexer d'autres types d'approches de soins. Donc, on a comme aussi l'intégration des médecines traditionnelles aux services biomédicaux offerts à la population s'impose de plus en plus comme une solution envisageable. Dans les prochaines décennies, la diversité culturelle sera un des axes centraux des enjeux éthiques que nous aurons à relever pour préserver le droit à la protection de la santé, qui vont être très liés un à l'autre. La bioéthique n'est pas en mesure, par contre, de rallier les praticiens, parce que, oui, il va falloir s'allier les praticiens des médecines, des autres médecines, des autres systèmes de médecine qu'on va vouloir intégrer. Parce que, mais par contre, la bioéthique, elle ne peut pas aider à faire travailler des gens de médecine de rationalité différente, les faire travailler ensemble et interagir avec des patients qui proviennent d'horizons culturels divers. Parce que ses préoccupations et son ancrage en biomédecine ne lui permettent pas d'être perméable au changement que peuvent induire les éthiques des autres systèmes de médecine et de soins. Ça, malgré toute l'évolution que la bioéthique a faite dans le domaine de la diversité culturelle, elle n'a pas les outils nécessaires pour étudier les autres systèmes de médecine ou leurs éthiques. Donc, même la contribution de l'anthropologie médicale n'a pas réussi à faire de la diversité culturelle un élément constitutif des principes de bioéthique. Au contraire, avec ces stratégies plus adaptatives que compréhensives, on a plutôt enclavé la bioéthique dans sa condition d'ethnoéthique, parce que ce qu'on a fait, c'est que on s'est adapté aux populations, on s'est adapté, mais plus pour intégrer nos approches éthiques à nous que de découvrir leurs éthiques à eux. Donc, pour le défi de la médecine intégrative et pour mettre à profit la complémentarité des ethnomédecines, la biomédecine comprise, on propose d'envisager une éthique ethnomédicale. L'éthique ethnomédicale n'a pas pour objet de créer une nouvelle forme d'éthique. Ce n'est pas une nouvelle sorte d'éthique. C'est un concept opératoire qui peut s'adapter à tous les systèmes de médecine, donc aux situations complexes. Elle adopte une approche plus compréhensive et intégrative que comparative. Elle vise à développer des approches théoriques et méthodologiques aptes à produire des connaissances qui vont être relatives aux modèles éthiques intrinsèques à différents systèmes de médecine et de soins traditionnels ou en émergence.
On veut identifier et comprendre des valeurs morales, religieuses, scientifiques et déontologiques et éthiques qui vont sous-tendre les modèles explicatifs des maladies dans les systèmes de médecine ou de soins. C'est sûr que si, en tant que patiente ou soignée, je pense que j'ai un problème d'énergie, je n'irai pas j'irai pas voir un biomédecin. Par contre, si j'ai un problème qui est dû, si je me suis cassé un membre, bien, j'irai peut-être pas voir, non, je ne référerai pas à des rites de possession, de possession ou d'exorcisme. Mais si je crois que ma maladie dépend d'un mauvais sort ou d'un esprit quelconque, bien aussi, je vais aller référer au système de médecine qui correspondent à mes modèles explicatifs de maladie. Ces systèmes de médecine-là, ces modèles explicatifs-là vont prescrire les comportements et les rôles qui doivent tenir les patients thérapeutes. Si je vais voir un médecin parce que j'ai mal à l'estomac ou j'ai des palpitations, puis qu'il commence à rentrer en transe, ben, je ne pourrais pas avoir confiance à ce médecin-là parce qu'il n'adaptera pas les comportements et les rôles qu'il doit tenir dans ce système de médecine-là. Mais il faut se dire que c'est la même chose aussi pour d'autres systèmes de médecine. Si on arrive avec des médicaments, des pilules et des injections, quand c'est perçu que la souffrance ou le mal vient d'ailleurs, bien, il va falloir parler, négocier et voir ajuster nos différents niveaux de réalité. Parce que ça va déterminer les stratégies thérapeutiques à adopter pour contrer, prévenir, soigner les maladies au sein des médecines traditionnelles, dont la biomédecine. Le dernier but, c'est de développer des outils de recueil d'analyse des données qui vont nous aider à cerner les juxtapositions, les contradictions et les interactions issues de la rencontre entre les valeurs éthiques qui vont être véhiculées par les soignants, les soignés et les traditions médicales. On pourrait aussi reconnaître à travers ça la complémentarité. C'est une partie comparative un peu, mais plus pour identifier que comparer, puis ensuite regarder qu'est-ce qui est complémentaire dans un espace thérapeutique spécifique, puis dans des circonstances historiques et géopolitiques précises, parce que ce concept-là, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est pensé pour s'adapter à des situations particulières. Donc, excusez-moi. Donc, il reste encore plusieurs obstacles à surmonter avant d'être en mesure de protéger la santé en dispensant des services et des soins de santé qui vont permettre de réduire les impacts des crises anticipées, tout en respectant la diversité culturelle des valeurs morales qui vont articuler les pratiques et les comportements. Les bénéfices escomptés reposent sur notre capacité à concevoir la diversité culturelle des systèmes de médecine et de soins comme une force et non comme une source de problèmes et de conflits. Comme on voit souvent dans nos hôpitaux, c'est très compliqué je me rappelle quelqu'un qui avait un cancer du pancréas, puis il ne pouvait plus manger. Puis sa femme, son épouse, lui donnait tout le temps à manger. Puis son épouse, c'était une universitaire, là. Mais dans sa culture, nourrir, c'était donner la vie. Donc, elle ne pouvait pas ne pas manger. Fait que les infirmières disputaient la conjointe de ne pas lui donner à manger. Mais à un moment donné, je suis intervenue pour dire, peux-tu lui donner du bouillon? C'était de garder la valeur symbolique du geste en enlevant les problèmes de santé que le fait de le nourrir d'inconfort pouvait procurer à son époux. C'est un exemple qui n'est pas extraordinaire, là, mais qui illustre bien ce qu'on peut faire. Pour finir, bien, afin d'assurer la protection de la santé et par le fait même de faciliter l'accès aux droits humains, il faudra peut-être oser le syncrétisme et considérer les aspects biologiques et symboliques de la personne comme un ensemble, en cherchant l'équilibre entre un universalisme absolu, prônant un modèle individualiste et rationaliste de l'être humain, et un relativisme radical, le reconnaissant comme culturel et communautariste. Je pense qu'on est à la fois nature et culture, et puis il faut vraiment trouver l'équilibre entre ça et être capable d'intégrer toutes nos
paradoxe, autant au niveau de ce qu'on est comme être humain qu'au niveau de l'utilisation des différents systèmes de soins ou de médecine. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Ça fait étrange de parler dans un écran. Et je vous remercie.